Bien, bonjour. Lorsque j'ai reçu le mail fatidique d'Emmanuel m'invitant ici et me demandant de quoi je voulais parler, j'ai tout de suite pensé au bénéfice direct de la recherche. Parce que vous allez voir, c'est une bonne illustration des relations entre la déclaration d'Helsinki et les législations qui en sont inspirées. Et puis en plus, ce concept a beaucoup évolué. Donc il est intéressant de voir comment il y a eu une interaction entre le texte et les législations nationales ou internationales. Puis enfin, je savais que Claude Hurier serait en face de moi. Et c'est un sujet sur lequel nous avons débattu pendant plusieurs décennies. Alors, Helsinki-Tokyo, dans sa version 0 ou 1, a commencé bien en tête par le fait qu'il y a une distinction fondamentale entre une recherche à visée thérapeutique et une recherche qui n'a pas cette finalité thérapeutique. Voilà, c'était le deuxième ou troisième article. C'est fondamental dans la déclaration d'Helsinki. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est derrière? Eh bien, le principe qui est derrière et qui est énoncé tout de suite après, c'est que la recherche thérapeutique procure au patient qui est soumis un bénéfice direct. Voilà. Donc, vous percevez tout de suite qu'on est dans un climat où la recherche et le soin sont quand même mélangés, même si c'était il y a 60 ans. C'était il y a 60 ans, et la conception de la recherche a beaucoup évolué. Elle a d'autant plus évolué que si vous lisez avec moi comment serait définie la recherche à l'époque, vous voyez que le médecin qui traite son malade, il doit être libre de proposer une nouvelle méthode thérapeutique s'il peut lui sauver la vie. On est tellement loin de la recherche protocolisée comme à l'instant, cela vient d'être décrit. On est plutôt dans l'héroïsme médical, on est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le compassionnel. Et il est assez amusant que le Helsinki, donc version 0, reprend presque mot à mot Claude Bernard, juste 100 ans avant, et qui disait que le médecin, effectivement, il a le droit de tenter à peu près n'importe quoi s'il veut sauver la vie. Vous voyez, on est bien dans un héroïsme de la recherche qui ne correspond pas vraiment à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, il y avait des alors, évidemment, il y avait des conséquences, ce n'était pas juste du déclaratif. Cette recherche associée aux soins médicaux, elle serait un peu moins contrôlée que la recherche sans finalité thérapeutique. Puisque c'était pour le bien du patient, ce n'était pas la peine de s'embêter avec trop de règles contraignantes. Et par exemple, c'est le seul cas où le consentement n'est pas forcément exigible. Et c'est repris, vous allez le voir, dans plein d'autres textes de l'époque. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dire, parce qu'on est 60 ans après, cette conception était complètement idiote et scandaleuse et pas éthique. Non, c'était juste l'air du temps. C'était l'air du temps. Et la recherche a mis beaucoup de temps à se dégager de l'emprise médicale et de cette idéologie du soin et de la recherche mélangée. Le code de déontologie, curieusement, ne s'est débarrassé de cette obligation de la recherche thérapeutique qu'en 1995. Et les déclarations avant des représentants ordinaux nationaux ont tous, à l'époque, dit que la recherche sans finalité thérapeutique était interdite. Vous retrouvez ça dans le rapport d'Angumo, qui est une espèce de V0 de la loi Hurier. Vous retrouvez ça aussi dans le rapport du CCNE de Schwartz en 1984. Et dans le rapport Brébant, qui est aussi une V0, il y en a eu plusieurs, qui reprend cela, cette opposition, là encore. Et alors là, les conséquences, vous allez le voir, sont très importantes, puisqu'il y a une proposition dans ce rapport Brébant, excusez-moi, c'est le rapport du Conseil d'État, qui a été demandé par Jacques Chirac, Premier ministre, en 1986, et qui allait se prononcer sur l'obligation ou sur la recommandation de légiférer la recherche clinique, la recherche sur la personne humaine. Et vous voyez que dans ce rapport de Guy Brébant, qui a été réalisé par des conseillers d'État, par des magistrats, eh bien, ils opposaient aussi la finalité thérapeutique et la finalité scientifique, cognitive, en regrettant qu'on ne puisse pas interdire la recherche non thérapeutique, et renvoyant à un arrêt que je n'ai pas trouvé pour l'instant, de la Cour d'appel d'Angers, qui déclarait illicite la recherche non thérapeutique. Vous voyez d'où on parle. Et
Et alors, ce qui est encore plus fort, c'est que certes, le consentement n'est pas forcément obligé dans la recherche thérapeutique, mais même le recours ou l'avis nécessaire d'un comité d'éthique n'est exigé que pour la recherche non thérapeutique. Vous voyez, il y a une espèce qui paraît étrange aujourd'hui, hein, de différence entre ce qu'on exige d'une recherche physiopathologique, cognitive, et une recherche thérapeutique qui n'a pas tous les droits, mais enfin qui a en tout cas largement facilité. Et donc, sans surprise, en 1988, la loi Hurlier va reprendre cette distinction, qui n'est pas finalité thérapeutique ou non, comme dans Helsinki, mais qui est avec ou sans bénéfice thérapeutique direct. Là encore, il n'y a aucune critique, hein, vraiment aucune critique. On est vraiment dans ces années-là, et le consensus médical de l'époque, je vous l'ai montré, était absolu. Il n'y avait aucune voix discordante, aucune. Néanmoins, les voix discordantes sont arrivées assez vite, hein, assez vite après. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps à ça, mais promettre en quelque sorte à un patient, si on l'inclut, qu'il aura un bénéfice direct, c'est un peu s'avancer, puisqu'avant de commencer une recherche, on ne sait pas malgré tout si elle va jamais aboutir. Deuxièmement, cette notion, ce mélange du traitement et du soin est franchement est peu cohérent avec la définition qu'on accepte maintenant de la recherche, qui est évidemment tirée du rapport Belmont, mais qui n'est que de 1979, qui a dit le soin et la recherche tout à fait différents. Et la recherche, ça doit produire de la connaissance généralisable. Et ce n'est pas fait pour soigner Monsieur Dupont, que je vais inclure dans l'essai. Je vous l'ai déjà dit, entretien, confusion entre soins et recherche, c'était l'objet d'un rapport important du CCNE en 1998. Pratiquement, le registre des recherches sans bénéfice, les procédures étaient plutôt moins contraignantes que des recherches avec bénéfice, ce qui fait que les investigateurs, dont j'étais à l'époque, faisaient tout pour entrer dans la catégorie avec bénéfice. Donc on a inventé des bénéfices pour être sûr de tirer la bonne catégorie. Vous avez mentionné tout à l'heure, je ne sais plus qui, la thérapeutique misconception, le fait qu'on alimente ce souhait du patient qu'il veut bénéficier d'un essai, même si on lui dit que c'est tout à fait incertain, on ne connaît pas le résultat, il y a des risques. Non, le patient, lui, il veut en tirer un certain bénéfice. Et puis, le bénéfice direct est bien mal nommé, je le disais à l'instant. Et alors là, dans mon expérience à moi, ce n'est pas la cancérose, c'est la réanimation. Une discipline où on fait beaucoup de recherches cliniques et où le critère de jugement est la mortalité. Alors, on a beaucoup, le cancer aussi, sans doute, hein, de temps en temps, sans doute. Hein. Mais alors, la différence peut-être de vous, c'est qu'il y a beaucoup d'essais négatifs chez nous, beaucoup plus que d'essais positifs. Et un essai négatif en réanimation, souvent, c'est des morts en plus. Et je vous ai mis 2 études qui m'ont beaucoup marqué, je dois dire. La première vous montre des courbes de Kaplan-Meier, courbes de survie en fonction du temps, d'une thérapeutique essayée en réanimation très courante en réanimation dans les années 90. Et si vous regardez ce schéma 15 secondes, vous voyez que la survie du groupe contrôle, donc le malade qui n'avait que le soin habituel de l'époque, est de la mortalité de 30%, et que les patients qui bénéficient du traitement bénéfique pour eux meurent beaucoup plus. Beaucoup plus. Hein. Alors, souvent, on ne dit pas ces choses-là dans des audiences non médicales, parce qu'évidemment, ça gêne un peu. Mais il est clair que les patients sont morts de la recherche. Ils sont morts parce qu'ils ont été tirés dans le groupe avec bénéfice direct. Et puis celle-là, je la connais encore mieux, puisqu'elle s'est déroulée à Henri Mondor. C'est aussi une catastrophe absolue, c'est-à-dire le traitement par la thalidomide du syndrome de Lyell, c'est-à-dire des brûlures cutanées secondaires à des médicaments. C'est des brûlés à 100%, hein, donc la mortalité est lourde, hein, vous voyez, c'est 30% encore dans le groupe contrôle. Mais tous les patients qui ont bénéficié du traitement avec bénéfice direct, comme vous voyez, ils sont morts comme des mouches, et il a fallu arrêter l'essai immédiatement. Voilà. Donc c'est pour ça que ce concept de recherche avec bénéfice direct m'a toujours personnellement un peu gêné. Et donc, quand la révision de Helsinki, enfin une des révisions, parce qu'il y en a eu plusieurs, évidemment, il y a une espèce de besoin de revenir sur ce concept-là. Et un des héros de l'attaque était Bob Levine, un éthicien, lawyer de Harvard à Boston, qui a été très dur. Il avait contribué au rapport Belmont.
il avait interdit que le rapport Belmont, donc les États-Unis, accepte cette distinction, thérapeutique, non thérapeutique. Et donc vous voyez, dans cet article du New England, où il proposait, où il discutait la révision d'Helsinki qui allait venir en 2000, il dit il faut absolument supprimer cette fausse distinction. Et donc, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Et donc, la révision de 2000, Édimbourg a modifié profondément le texte à cet égard, puisque tout ce qui touchait la différence fondamentale a disparu. Le paragraphe particulier des essais sans bénéfice a disparu. Je parle sous le contrôle de Michel de Thieu, évidemment, parce qu'il y était. Moi, je n'y étais pas, j'ai juste lu les conclusions. La balance risque-bénéfique au niveau individuel, bien entendu, a été réaffirmée. Le bénéfice de groupe apparaît pour la première fois. Et puis, renversement complet, la recherche qui est au cours, qui se situe au cours d'un traitement médical, non seulement elle n'est pas plus facile, mais elle doit bénéficier de règles plus contraignantes. Donc c'est un renversement complet. Et puis il est amusant aussi de voir que le paragraphe héroïque sur sauver la vie des patients, etc., c'est devenu un paragraphe à part qui n'est plus... Il est encore là, mais ce n'est plus, ça ne résume plus la totalité de la recherche associée aux soins. Et puis, donc je vous donne les raisons qui font qu'il y a une évolution importante. La suppression dans Helsinki, et vous allez voir dans un instant, et c'est 2 diapos, c'est les modifications dans la législation qui ont suivi. Donc ça a été très important, ce changement. C'est un verrou qui a sauté. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est si important que ça? Pourquoi c'est important de qualifier une recherche avec ou sans bénéfice? En fait, oui, parce que la qualification de la recherche, ça induit tout ce qui se passe après. La rédaction du protocole, le guichet auquel on va soumettre, les règles de vigilance. C'est pas du tout anodin de qualifier une recherche. Mme Mattei, qui est là, vous dirait mieux que moi, parce que c'est sa thèse, que la qualification est l'élément essentiel de la recherche clinique. Et je suis convaincu de cela aussi, puisque si vous regardez bien, dans le modèle antérieur, qui était le modèle 1988, cette recherche avec ou sans bénéfice, au fond, elle n'était pas opérationnelle. Parce que vous avez des recherches avec bénéfice qui sont dramatiquement dangereuses et d'autres qui sont tout à fait anodines. Et c'est pareil pour le sans bénéfice, ce n'est pas opérationnel. Alors qu'aujourd'hui, le paradigme qui a remplacé le avec ou sans bénéfice, c'est l'approche basée sur le risque. Et là, c'est un paradigme qui est devenu opérationnel, puisque vous partez du risque auquel vous soumettez vos patients, et vous avez donc, dans la loi Jardé, et également d'ailleurs dans le règlement européen, 3 catégories de recherche: risque important, supérieur au risque minime, et observationnel, risque 0. Et là, on a un paramètre opérationnel, puisqu'on peut décliner le protocole, la brochure investigateur, les règles de vigilance, les règles de suivi, en fonction de ce niveau de risque. Et donc, je pensais vous montrer ça aujourd'hui, parce que je trouve que ces interactions au fil du temps entre la déclaration d'Helsinki, donc les principes, et comment les législations nationales se sont emparées de ce texte, sont, je trouve, assez intéressants. Je vous remercie.